Aujourd'hui, dans notre club de lecture, le livre entre en résistance contre les écrivains qui en sabotent l'esprit en faisant la rançon du succès, pour nous refaire aussi de la littérature, ou refaire de la littérature un lieu d'engagement. On en parle avec nos invités, la romancière Lydie Salvert, prix Goncourt il y a 8 ans pour Pas pleurer. Au Seuil, je vous retrouve 1 an après Rester debout, Lydie Salvert, hommage impertinent à Don Quichotte et à Cervantes, son auteur, ton et plume aiguisée que vous avez repris pour écrire cet irréfutable essai de successologie qui paraît toujours dans la même maison, Au Seuil. Bonjour Lydie Salvert. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Justine Augier, bonjour. 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 Vous publiez en cette rentrée 2 janvier un très beau texte manifeste sur la littérature et aussi une déclaration d'amour à votre mère, alors malade d'une leucémie, aujourd'hui disparue. Marielle de Sarnez, figure de la vie politique, femme du centre. Votre livre s'intitule Croire, sur les pouvoirs de la littérature. Il paraît chez Actes Sud, où vous aviez récemment publié 2 livres sur 2 figures de la révolution syrienne, Razan Zaitouneh, de l'Ardeur, prix Renaudot Essai en 2017, et Yassine Al-Hajj Saleh, par une espèce de miracle, paru l'an dernier. Et avec vous, au sommaire, Sébastien Thème. Eh bien, aujourd'hui, je vous parlerai de l'enquête de Romain Gubert, publiée chez Grasset sous le titre La décoration, des égards qui flattent l'ego pour une histoire secrète des honneurs en France. Et puis on parlera poésie avec le nouveau texte d'Oliver Rowe, Chant balnéaire, publié chez Alia. Ce livre, Justine Augier, votre livre, Se croire sur les pouvoirs de la littérature, vous l'avez écrit pour ou presque avec votre mère ? Oui, j'ai eu envie une première fois de l'écrire, ce livre, pendant le confinement, parce que je ressentis de manière très forte dans l'enfermement, en fait, les dangers de l'époque, contre lesquels la littérature me semble puissante, donc un écrasement du temps. On vit dans une immédiateté constante, un écrasement des identités, un écrasement des possibles, une crise de l'imagination, un écrasement de la langue aussi. Et puis l'envie, c'est un peu a pâli, disons. Et quand ma mère est tombée malade, effectivement, elle a été pendant des mois enfermée elle-même dans une chambre d'hôpital. Et peu avant sa mort, elle m'a demandé de revenir à ce texte sur la littérature et ses pouvoirs. Elle m'a passé une forme de commande, elle m'a donné une sorte de rendez-vous. Et donc effectivement, j'ai repris l'écriture de ce texte, mais ce n'était pas du tout le texte que j'avais l'intention d'écrire dans un premier temps. Il y a eu cette collision et ma mère effectivement est venue habiter ce livre. Et pourquoi cette commande ? Parce qu'elle avait envie que vous renouiez avec ses réflexions. Peut-être elle avait aussi envie que vous la découvriez mieux ou autrement à travers ses lectures. Et c'est vrai qu'on peut relire à travers les livres qui étaient ses livres de chevet, sa vie et son engagement d'une autre manière. C'est difficile de répondre à cette question. Pourquoi l'a-t-elle fait ? Peut-être c'était simplement pour m'encourager. Mais effectivement, je pense qu'il y avait plus que ça. Ma mère était quelqu'un qui avait une intelligence très aiguë des conséquences, une intelligence stratégique. Et je pense qu'elle savait que j'écrirais ce livre avec elle, que peut-être aussi il nous relirait. Effectivement, j'ai relu pour écrire ce livre les textes tels qu'ils s'organisent finalement par rapport à elle, c'est-à-dire les textes qu'elle m'a fait découvrir quand j'étais enfant, les textes que j'ai lus pour m'éloigner d'elle, mais aussi les textes dans lesquels je l'ai retrouvée, les textes qui m'ont aidée à tenir dans son absence. Et à travers ça, effectivement, je relis aussi notre relation et je redécouvre beaucoup de choses sur notre relation qui demeure vivante en quelque sorte. Donc oui, j'aime à croire qu'elle savait que ça se passerait comme ça. J'aime à croire. C'est pour ça que ce livre s'appelle Croire ? Il y a plein de raisons pour lesquelles il s'appelle Croire, mais je pense que il y a une crise, oui, du croire très importante. Je pense qu'elle est due à beaucoup d'éléments, notamment à cette immédiateté dont je parlais tout à l'heure, qui nous prive d'une perspective, également à une langue, en fait, qui peine à dire le réel, à l'interpeller, à nous donner l'impression qu'on peut réussir à le changer. Et donc, l'idée que quelque chose advienne, on est aussi dans un système néolibéral qui se présente comme étant sans alternative, et donc on manque terriblement d'une croyance en l'improbable, et avec laquelle je trouve la littérature nous aide terriblement à renouer.
Lydie Salver, est-ce que votre livre, cette irréfutable essai de successologie, est aussi né d'une crise du croire ou d'une crise du vrai, peut-être plus? Et d'une colère, peut-être, de voir que des écrivains que j'aimais, que j'estimais, n'avaient aucun succès et que d'autres, bien plus médiocres, en avaient beaucoup. Et j'ai eu envie d'interroger cette folie, cette obsession du succès, cette religion du succès qui est la nôtre aujourd'hui. Mais pour le dire de façon joyeuse, je suis allée consulter la longue liste des satiristes qui va de Rabelais jusqu'à Julien Gracq, en passant par Swift, évidemment, à qui j'ai volé le titre, La Bruyère, Les Moralistes, Chamfort, que j'aurais dû dire avant, bref, Thomas Bernard, Gélinec, tous les méchants. J'adore tous les méchants. Vous les aimez tellement que vous en parlez et que vous écrivez aussi sur eux, parce que c'est peut-être un des points communs de vos deux livres. Vous aimez discuter, penser contre certains écrivains avec lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord. Je voudrais qu'on en revienne à cette colère, à cette saine colère qui a nourri l'écriture de ce livre et qui se retrouve dans beaucoup d'autres de vos livres, Lydie Salver, à en croire l'une de vos lectrices passionnées. Sébastien Thème. Oui, absolument, Lydie Salver. Je ne sais pas si vous vous considérez comme une autrice qui a du succès, en tous les cas, quand des lectrices et des lecteurs envoient des missives sonores pour dire tout le bien qu'ils pensent de vous. Je pense qu'on peut affirmer que vous êtes une écrivaine qui a réussi. Et justement, on va l'écouter ce message de notre auditrice lectrice. Elle s'appelle Or et elle nous parle de votre engagement. Dans beaucoup de ses récits, elle prend clairement position. Elle dénonce l'extrême droite et le racisme. C'est flagrant, par exemple, dans Tout homme est une nuit. Le nazisme, l'antisémitisme, peut-être aussi la crainte de les voir revenir alors qu'elle les croyait disparus. Je pense notamment à La Compagnie des Spectres, mais pas seulement. Elle dénonce aussi les travers de l'histoire dans plusieurs romans et évidemment dans son chef-d'œuvre Pas pleurer. Le populisme aussi. Je trouve qu'elle donne une grande place à la mémoire, à tout ce qui va transcender les générations. Je note également que, contrairement à beaucoup peut-être, elle ne va pas s'interdire de lire des auteurs avec lesquels elle est en désaccord. Je pense évidemment à Bernanos, à qui elle laisse une grande place dans son chef-d'œuvre Pas pleurer, tout en affirmant qu'elle est en désaccord politique avec lui. Je dois dire aussi que je me demande parfois si Lydie Salver, c'est pas une autrice guidée par la colère. Vous voyez, Annie Ernaux, elle a coutume de dire qu'elle écrit pour venger sa classe. Et je pense que cette phrase, elle pourrait aussi tout à fait s'appliquer à Lydie Salver. C'est évident dans Pas pleurer, puisqu'il est question de la violence de la guerre d'Espagne en 1936, mais surtout de la jeunesse de sa mère, arrivée en France dans une extrême précarité. On le perçoit aussi dans La Compagnie des Spectres, qui met en scène une mère et sa fille, qui vivent aussi dans une grande précarité et qui font face à un huissier totalement froid. Pour rester sur le personnage de l'huissier, il est quand même assez important dans son œuvre. On le retrouve dans quelques conseils aux élèves huissiers. Lydie Salver, c'est ça ce qui vous constitue, la colère, l'achoppement, l'engagement, la politique? Alors c'est compliqué d'un point de vue politique de se la jouer rebelle, parce que quand on écrit, forcément, le livre est pris dans une économie libérale, qu'on le veuille ou non. Or, la majorité des écrivains de la littérature se constituent contre cette économie marchande, contre l'utilité. C'est un peu ce que disait Justine il y a quelques secondes. Donc le conflit, donc la difficulté d'être dans ce tiraillement entre être contre et être dans le système. Mais on peut s'en sortir en décidant de réfléchir sur les choses et sur les abus, sur les injustices, évidemment. Justine Ogier, vous qui écrivez sur le pouvoir de la littérature, quel serait le pouvoir ou le super pouvoir littéraire de Lydie Salver? Je dirais la manière peut-être dont son sens du combat imprègne sa langue, en fait. Ça, je crois que c'est très fort. Ça m'a beaucoup marqué dans Pas pleurer. Il y a une langue qui est extrêmement puissante, très ouverte. Et je me souviens notamment de la langue de votre mère, qui est à la fois
très hybride, pleine de mots espagnols, d'un français qui se reconstitue, qui est très ouverte en fait, mais aussi imprégnée. Ça m'avait beaucoup marqué parce qu'elle vous raconte sa vie à 90 ans ou très tard, et sa langue est encore d'une jeunesse en fait. Il y a encore dans sa voix quelque chose d'intact par rapport au combat, et qui, je trouve, qu'on retrouve dans votre langue, voilà, qui je trouve tout à fait singulière. Mais je tiens à dire que je déteste en même temps l'esprit de sérieux. Et donc, passer pour quelqu'un d'engagé contre de grandes causes, contre de nobles causes, etc., bien sûr, mais souterrainement, de façon complexe, et la plupart du temps de façon joyeuse et amusée si possible. Parce que les doctes, les prêcheurs et les catéchiseurs, je ne sais pas si ça se dit, m'ennuie énormément. Vous n'aimez pas l'esprit de sérieux et vous mettez d'ailleurs beaucoup d'humour et d'ironie dans cet irréfutable essai de successologie, mais étonnamment, dans cette tentative d'inventaire ou de catégorisation des diverses variétés d'écrivains, vous ne vous étiquetez pas comme une écrivaine pamphlétaire, mais comme une écrivaine plutôt transfuge. Hein. Pourquoi vous ne vous rangez moins que pamphlétaire. Il y a quelque chose d'une croyance aveugle en sa cause chez les pamphlétaires. Les satiristes sont plus joyeux, ils jouent davantage sur le rire, sur la dérision, sur l'ironie. Les pamphlétaires sont souvent plus amers. Ils finissent souvent dans le ressentiment, par exemple. Donc j'ai plus de sensibilité vis-à-vis des satiristes que des pamphlétaires. Mais il y a quand même une cause en commun. C'est le rapport, la relation qu'ils ont chacun, le pamphlétaire ou la satire, le satiriste, à travers cette cause. Quelle est votre cause à vous? Est-ce que là, vous faites et cause pour la littérature aussi et pour les écrivains? Évidemment, c'est en ça que je me sens proche de Justine, et évidemment que j'aime la littérature par-dessus tout, qu'elle m'accompagne, qu'elle me tient debout, etc. Mais en même temps, je peux, pour paraphraser Nietzsche et ce qu'il disait de la philosophie, qu'elle peut se croire importante, la littérature, et qu'elle est en train de prendre des coups sérieux. Par qui? Pourquoi? Justement parce qu'elle est prise dans cette économie marchande, on l'a déjà dit. La logique du succès, de l'audimat, parce que, étant globalisée, elle doit parler à la globalité, et donc se simplifier, se décontextualiser, se déshistoriciser. Et parce que aussi notre économie d'attention a évolué, on est tellement accablé de sollicitations au divertissement qu'il reste peu de temps pour la littérature, et que les gens lisent de moins en moins, c'est attesté. Et c'est ce déclin peut-être du pouvoir de la littérature qui m'inquiétait aujourd'hui et qui m'a fait prendre la plume sans doute. Déclin que vous actez, Justine Ogier? Non, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, j'essaye de m'en convaincre. Appeler mon livre « Croire », c'est aussi une entreprise d'auto-persuasion. Mais non, je pense vraiment que par rapport au danger que j'évoquais tout à l'heure, je crois que la littérature, véritablement, a quelque chose à offrir. Alors, il ne s'agit pas évidemment de faire la révolution avec un livre, mais je pense qu'elle fait de chaque lecteur véritablement un potentiel résistant, parce que, par exemple, quand on prend cette histoire d'écrasement des identités, de désir de même qui règne et qui est porteur de très grands dangers, on le sait, ces rêves de société homogène et sans conflit, la littérature, elle se fait à l'inverse, quelle qu'elle soit, dans l'altérité, dans l'exil. Elle élargit, elle joue aux frontières. Enfin, il y a quand même, par rapport à un certain nombre de choses, je trouve qu'il y a des résonances véritablement entre les dangers qui nous guettent et ce que peut la littérature. Évidemment que ma croyance est fragile. C'est une époque qui fait de nous soit des cyniques, soit des fatalistes assez facilement, mais je tiens à défendre cette position, même si elle peut sembler naïve. D'ailleurs, je peux même le revendiquer. Pour vous, la littérature
doit être plutôt rebelle ou résistante? Parce qu'à vous lire, on a l'impression que ce que vous recherchez dans les livres, c'est d'abord ces deux mots qui seraient ceux de liberté et d'engagement. Et c'est aussi ce que vous avez trouvé d'ailleurs chez cette avocate et cet écrivain syrien que vous avez portraitisé, Razan Zeitouneh et Yassine Al-Haj-Saleh, quand ils vous ont dit l'un et l'autre ce que vous racontez aussi dans ce livre, la Syrie est votre futur. Ce sont des mots comme une littérature qui peuvent nous apprendre à ne pas tourner les yeux. Est-ce que c'est en cela qu'elle est résistante pour vous, ou rebelle ? Oui, enfin déjà la résistance, c'est cette responsabilité qu'elle a sans doute de prendre soin de ses rêves défaits, de ces révolutionnaires syriens, par exemple, de repérer la beauté de cette révolution qui a quand même vu descendre dans la rue tout un peuple pour défendre des valeurs que nous prétendons incarner. Et cette révolution, comme chacun sait, a été écrasée et doublement écrasée puisque le monde l'a trahi, et la communauté internationale, et le monde occidental en particulier. Et là, oui, moi, il me semble trouver là une responsabilité de la littérature, en repérant ces lueurs émises par la révolution syrienne, de continuer de tenter de les attiser dans l'idée peut-être très, très, très illusoire qu'elle puisse en allumer d'autres. Si notre futur est en Syrie, pour votre mère, notre futur était en Europe. Et toutes ces lectures ramènent à l'Europe aussi. Oui, c'est vrai. C'était son grand combat, par ailleurs, en politique. Oui, elle était très engagée. J'ai grandi vraiment dans l'idée de la construction européenne comme étant vraiment un garant contre la destruction qui aurait été derrière nous. Évidemment, ma conception des choses s'est un petit peu étoffée. L'Europe est a aussi une histoire de violence, de domination. Simplement, on peut tenir les deux choses ensemble. Et je ne sépare pas non plus l'Europe de ce qui se passe en Syrie. Pour moi, cette affaire, elle nous concerne. Elle met en jeu des valeurs qui sont les nôtres. Elle met en lumière nos renoncements quand on refuse, par exemple, l'hospitalité aux gens qui fuient cette guerre. Donc, pour moi, oui, il y a un miroir qui est tendu. Et quand Yassine Al-Haj-Saleh dit « La Syrie est votre futur », je l'ai pris très au sérieux. Quels sont les livres qu'elle vous tendait sur cette question européenne, votre mère? Il y a eu Éducation européenne que vous avez lu sous son conseil. On peut parler aussi du Colosse de Maroussi. C'était les deux principaux, les principales lectures, des lectures en tout cas qui comptaient pour elle et qu'elle vous a transmises. Il y en a eu beaucoup. Éducation européenne, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué, qui a constitué mon imaginaire de résistance proprement. C'est cette histoire de Romain Gary, très jeune partisans polonais cachés dans la forêt. Et c'est... Alors là, pour le coup, très sérieux. Ils sont dans un combat comme peuvent les mener les enfants. C'est-à-dire qu'ils croient fondamentalement à ce qui est en train de se jouer, à leur engagement. Et je suis imprégnée par cet imaginaire-là. Ouais. On va retourner du côté de la Syrie, enfin pas très loin, avec un pays limitrophe, le Liban. Et vous, Sébastien, vous nous présentez aujourd'hui un texte poétique. Oui, que l'on doit à l'écrivain né à Beyrouth, Oliver Rowe. Il publie chez Alia Champs Balnéaires un poème, un récit, un témoignage, un roman. Tous les genres cohabitent dans ce texte écrit au présent. La vie ordinaire de la guerre libanaise entre 1985 et 1990. Un texte à l'ambition épique aussi, mais qui penche parallèlement, formellement, du côté de la poésie. Oliver Rowe nous en parle. Le texte penche du côté du poème par le retour fréquent à la ligne, entre autres, et de manière plus générale par l'ambition épique. Mais le poème vient surtout, je crois, de la langue elle-même, qui s'est imposée comme étant la seule capable de traduire l'expérience quotidienne de la guerre civile, de son paysage, de ses manières de voir, de sentir, de la langue et même des langues dans lesquelles ces événements de la guerre ont eu lieu. Si mon texte penche donc sur le plan formel vers le poème, c'est d'abord en raison de cet effort de traduction, qui n'est pas un effort de style ou une recherche stylistique en fait. Mais le poème n'est pas la seule forme ou le seul genre du texte qui se veut plus bâtard que ça. L'essentiel pour moi n'était pas de me choisir un genre littéraire ou une forme plastique préalable, mais d'inventer concrètement les moyens
pour raconter ou trouver à raconter ce que je n'arrivais pas à dire autrement. Justine Ogier, est-ce que croire dans la littérature, c'est s'approcher ou porter un regard poétique sur le monde aussi? Il y avait une question là, dans ce que dit Oliver Way, c'est la possibilité de dire en fait le réel. Et je crois que aujourd'hui, on est quand même dans un sentiment diffus d'irréalité très fort, parce que la fiction envahit le monde, la fiction extra-littéraire dans les réseaux sociaux, dont parle très bien Lydie. La politique, bien sûr, le complotisme, enfin, on est envahi par la fiction. La langue souffre terriblement. Il y a une déconnexion très forte entre le réel et la langue du débat public, qui est ponctuée de mots vides, enfin, sans effet, et auxquels on s'est terriblement habitué. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que sur la Syrie, par exemple, et je pense que l'effort d'Oliver Way est assez similaire. Razan Zeytouneh, par exemple, qui écrivait, mais aussi les révolutionnaires de manière générale, ils ont justement retrouvé une langue apte à dire le réel et donc à le changer et à rassembler dans l'idée de changer le réel. Et ça a été un moment extrêmement fort que les Syriens racontent encore avec émotion aujourd'hui quand ils sont descendus dans la rue. Pour certaines personnes, c'était la première fois qu'ils entendaient même leur voix dans les rues du pays. Et ils ont trouvé une langue extrêmement créative, performative, qui parvenait à raconter l'expérience, à documenter la mort, à raconter le pire avec beaucoup de délicatesse, mais aussi beaucoup de précision. Une langue qui leur permettait d'organiser la Syrie nouvelle aussi, dans les instances qui se créaient. Et ça, c'est quand même quelque chose, une expérience extrêmement forte que cette manière de réarmer la langue. Un autre monde est possible, mais via la littérature et via la langue, en fait, c'est ça. La littérature, je ne sais pas, mais en tout cas, il est évident que les écrivains et les écrivaines ont une responsabilité par rapport à la langue, et par rapport au fait de la réarmer. Lydie Selver, sur notre besoin de récit aussi pour changer le réel, changer le monde qui va avec. Ça, c'est plutôt de la bonne littérature dont on parle, ou des écrivains qui, dans votre cœur et dans votre œuvre, trouvent une place. De quel type de récit a-t-on besoin aujourd'hui ? Alors je vais vous répondre sans vous répondre. J'ai une mère qui ne lisait pas, qui avait un rapport très poétique aux choses, au monde, aux autres, mais elle ne lisait pas parce qu'elle était paysanne et l'art en général lui semblait interdit. Or, elle est partie à pied à 17 ans d'Espagne, de son village natal, pour fuir Franco. Eh bien ce geste-là, pour moi, il vaut toutes les littératures. Vraiment, j'avais envie de le dire soudain. Je ne pensais pas parler de ma mère. Et du coup, j'ai oublié votre question. Vous avez prévenu, de toute façon, vous n'y répondriez pas. Non, sur la question du besoin de récit, on sait qu'aujourd'hui, on a besoin de grands récits, des récits qui portent, des récits qui transforment, des récits qui nous aident à nous projeter aussi dans le monde de demain. Je suis tellement d'accord avec Justine quand elle dit qu'il faut réarmer la langue. Cette langue, ce globish qui tend à simplifier tout ce qu'il dit pour l'adresser à tout le monde et au plus grand nombre me fait horreur. Et il faut rendre la langue singulière et la réarmer. Réarmer, j'aime bien ce mot. C'est une question que se pose Justine Ogier dans son livre. Quels sont, vous, Lydie Selver, les livres qui vous ont travaillé longtemps, de manière presque silencieuse, presque mystérieuse ? Il y a une infinité, bien sûr, mais si je devais retenir une lecture, oui, un livre que vous n'auriez pas forcément saisi tout de suite, mais qui la lecture de Nietzsche à l'adolescence qui m'a préservé, je crois, j'espère, à tout jamais du ressentiment, qu'il appelle la morale de l'esclave, c'est-à-dire envier l'autre, envier celui qu'on croit mieux pourvu, etc. Ça a été quelque chose d'important, je crois. Justine Ogier. C'est très douloureux de vous donner qu'un seul titre. Oui, effectivement. Pardon, Justine. C'est pas facile. Je dirais La supplication de Svetlana Alexievitch, qui est un livre
qui m'a, profondément transformée, mais pas de la manière mystérieuse que vous évoquez, parce que c'est vrai que les livres ont cette manière de sédimenter en nous, de fusionner avec notre être de manière très silencieuse et mystérieuse. Celui-là, ça a plutôt été de ceux qui sont comme une révélation, qui ouvrait tout un territoire pour moi tout d'un coup, celui d'une non-fiction, des récits documentaires qui tentent vraiment d'embrasser l'histoire en train de se faire, et avec cette fascination pour la manière dont elle a réussi à appréhender, c'est sur la catastrophe de Tchernobyl, c'est donc un événement totalement inédit, et elle a essayé de créer un langage finalement pour dire ce qui se passait, la radioactivité, qu'est-ce que ça fait, cette chose impalpable, et elle le fait en rassemblant des voix, beaucoup de voix, beaucoup de témoignages, et cette forme qu'elle invente, cette langue qu'elle invente, ont été pour moi un moment important, un basculement. 13h17 sur France Culture avec nos deux invités, les écrivaines Justine Augier pour Croire chez Actes Sud et Lydie Salvert pour son irréfutable essai de successologie dont on va vous donner quelques recettes là tout de suite, qui vient de paraître au Seuil. Lydie Salvert, vous dites que le succès est devenu la nouvelle religion. Alors qu'est-ce que la successologie, telle que vous tentez de la définir? C'est intéressant pour tenter de comprendre les raisons de ce succès, du succès. Aujourd'hui, vous en passez par Machiavel. Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Ah oui, les 36 stratagèmes de Machiavel qui, avec une ironie terrible, donnent toutes les recettes pour convaincre. Alors, les pires, évidemment, crier plus fort que l'autre, s'il ment, mentir plus fort, le pousser à la colère. Je les ai oubliées, il y en a 36, mais toutes moins catholiques les unes que les autres, mais il fait ça par humour et dérision. Mais il nous rappelle que le succès a toujours existé en s'opposant notamment à l'échec. Simplement là, beaucoup plus vanter le succès que l'échec, et ça depuis tous les temps. Et déjà, Montaigne parlait de pestilente ambition du succès, et tant d'autres, bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, le succès n'est plus pestilent, il est au contraire loué, vanté et désiré. Pourquoi tant d'attrait, pourquoi tant d'amour pour le succès? Sans doute pour exister, au sens hegelien du terme, sans doute pour avoir 15 minutes le temps d'apparaître, d'être visible, donc d'exister, ce qui est une duperie terrible, je trouve. C'est pas une duperie capitaliste, puisqu'on parlait politique, c'est peut-être ça aussi, non? Peut-être. Sans doute. Mentir, oui. Feindre de porter tous les signes qui accréditent qu'on est bien conforme, qu'on pense bien ce qu'il faut, qu'on aime qui il faut et les écrivains qu'il faut, etc. Eh bien justement, on va parler décoration, arborer son succès avec pas vous, déco d'intérieur. Non. Oui, une enquête consacrée aux ordres, aux médailles, la décoration, c'est d'ailleurs le titre de ce texte de Romain Gubert, publié chez Grasset. Si on s'arrête sur la Légion d'honneur, par exemple, 340 personnalités figurent sur la promotion de la Légion, parue dimanche dernier. Dont vous? J'ai honte. Vous voulez après? Non, Lydie Salvert qui se cache. Parmi elles, donc, beaucoup de scientifiques, d'anciens sportifs et surtout d'anciens membres du gouvernement d'Emmanuel Macron. 7 en tout, évidemment, ça fait un peu grincer. Alors, les décorations, c'est une passion française. On a un musée de la Légion d'honneur à Paris, d'ailleurs. Une décoration, c'est la République qui vous honore. Mais dans une société qui se veut à tout le moins égalitariste, ça fait autant rêver que ça laisse de marbre. Et puis, il faut bien le dire, tous les mérites ne se valent pas. Romain Gubert a décidé de publier cette enquête après avoir assisté à une décoration, et il a été frappé par cette comédie humaine, cette foire aux vanités peut-être même. Et il est d'ailleurs reparti d'une phrase de Napoléon qui a créé la Légion d'honneur en 1802. La citation, c'est « C'est avec des hochets qu'on mène les hommes ». Romain Gubert nous explique cette phrase. C'est avec des hochets qu'on mène les hommes. Cette phrase vient de Napoléon et c'est pour justifier la création de la Légion d'honneur tout de suite après la Révolution qui avait supprimé toute forme de distinction, toute forme de privilège. Et Napoléon, lui, en a tout de suite vu l'objet politique, l'outil politique qu'il pouvait faire de cette décoration en honorant d'abord des grognards, mais aussi des scientifiques, des diplomates. Pour lui, en fait,
très vite, dès la campagne d'Italie, il commence à honorer des soldats méritants et aussi des logisticiens qui l'ont accompagné, des géographes. Et pour lui, c'est très important. Il a compris qu'effectivement, dans une société qui sortait d'un monde de privilèges, puis pendant la séquence Révolution, il avait besoin aussi de créer une élite. Donc c'était une façon pour lui de remercier une élite, de constituer une élite. L'ordre de la Légion d'honneur était très différent de celui de la noblesse, puisqu'il était pour vos propres mérites et pas ceux de la naissance. Mais voilà, lui, il en a vu l'outil politique qu'il pouvait en faire, et c'est comme ça qu'il l'a utilisé. Et finalement, ça reste aussi aujourd'hui un outil politique pour les élus, les présidents, et une façon d'honorer les talents en les sélectionnant, et c'est le fait du prince aussi, de décerner à tel ou tel la Légion d'honneur, ou l'ordre du mérite d'ailleurs, et de consacrer des parcours, de s'approprier d'une certaine façon aussi des parcours, de communier autour de la République, des valeurs de l'honneur, et d'organiser un réseau. Lydie Salver, vous qui vous interrogez avec beaucoup d'humour sur les recettes du succès, est-ce qu'une décoration littéraire, par exemple, au hasard, un prix Goncourt, ou même un prix Renaudot de l'essai, Justine Ogier, est-ce que ça fait partie de vos règles générales pour parvenir au succès littéraire, ou est-ce que vous avez un peu plus de distance avec ça ? Mais vous voyez combien il est difficile de réfléchir sur le succès, parce que c'est réfléchir à nos propres complaisances, évidemment, et nos propres accommodements avec la chose. Donc voilà, j'ai été faible au point de me réjouir d'avoir le Goncourt. C'est pas grave. Vous me pardonnez ? Est-ce que Justine Ogier, la plus belle des décorations, c'est celle que votre mère vous a remise en vous appelant Justine, puisqu'elle a choisi un prénom d'héroïne de roman du Quatuor d'Alexandrie. Est-ce que pour vous, porter ce prénom, l'arborer, c'est aussi un témoignage de cet amour que vous partagiez pour la littérature ? Oui, j'y avais pas pensé, mais oui, sans doute. Alors, le problème, c'est que j'ai relu le Quatuor d'Alexandrie, en tout cas, Justine. Et alors, c'est Justine. Et j'avoue que le livre m'est tombé des mains, en fait. Donc, alors que évidemment, je guettais beaucoup de choses, ça m'a rendu même triste. Non, mais c'est un livre qui est terrible, qui est empreint d'orientalisme. Enfin, c'est vraiment... Voilà, je pense qu'il est plus lisible aujourd'hui. mais oui, il y a quand même... J'avais une grande fierté, en tout cas, de porter ce prénom avant de relire ce livre. Mais en tout cas, sur cette histoire de reconnaissance, c'est sûr que pour les auteurs, c'est toujours c'est très compliqué, parce que c'est vrai qu'on a la chance, enfin, je trouve, de vivre dans une temporalité très particulière, sans compte à rendre. Enfin, quand on écrit, on est quand même extrêmement protégé. Et on ne peut pas se mentir, quand on sort un livre en quête de reconnaissance, et c'est terrible, quoi. Ça nous plonge dans un compromis, mais qui en même temps est bien le signe qu'on n'est pas coupé du monde, qu'on appartient au monde, que la littérature n'est pas un exercice solitaire. Et ça, c'est un imaginaire auquel je tiens beaucoup. Pour moi, c'est vraiment, au contraire, un exercice de lien et de relation. Et vous le rappelez, la littérature défait aussi ce qui enferme. Et surtout, la littérature, elle est peut-être même la seule à pouvoir redonner au temps toute sa texture. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Justine Ogier pour Croire chez Actes Sud, Lydie Salver pour votre irréfutable essai de successologie. Vous ne nous avez pas donné toutes les clés, mais elles y figurent dans ce livre pour savoir enfin comment réussir. Merci mille fois à toutes les deux. Il est 13h25 sur France Culture. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, c'est la suite du quadritème de Charles Dantzig avec un troisième volet aujourd'hui, puisque nous sommes mercredi. Dans ce quadritème sur Edmund Wilson, je relevais hier son indépendance d'esprit. Wilson a une intelligence examinatrice ayant horreur de se laisser influencer par les emphases. Une intelligence mesurée et même mesurant, répartissant ce qu'il y a de bon et de mauvais. Personne, à part moi peut-être, ne croit moins qu'Edmund Wilson aux réputations acquises, mauvaises ou bonnes. Je pense d'ailleurs que les bonnes réputations acquises sont la plupart du temps encore plus fausses que les mauvaises réputations. Wilson communique une grande impression d'équité. Il suffit de dire les choses sans bienséance pour déplaire. Son roman, Les Mémoires du comté d'Hécate,
a été interdit aux États-Unis de sa publication en 1946 jusqu'en 1959 pour raison d'obscénité, alors que d'obscénité, il n'y a aucune. L'obscène, ce sont les mémoires d'adoration de la réussite et de l'argent par des milliardaires tels qu'ils s'en publient mois après mois dans ce pays. Wilson a publié en 1962 un livre passionnant et non traduit en France sur la guerre que nous appelons de sécession et qui est pour les Américains la guerre civile. Patriotic Gone, que l'on pourrait traduire sanguinolent patriotisme, est une histoire littéraire de cette guerre. Il l'a fait pour beaucoup à partir de livres du temps comme La case de l'oncle Tom, Les mémoires du général Grant ou Les admirables nouvelles d'Ambrose Bierce. C'est passionnant ces livres-là, qui créent un degré d'analyse supplémentaire sans le filtre des livres d'historiens. Comme disait Alexandre Dumas, si on veut connaître les choses du passé, rien ne vaut les mémoires du temps et les documents d'époque. Les livres d'histoire ne sont souvent que des récits se repassant les uns les autres les mêmes faits et la même chronologie, choisis par on ne sait qui en premier. Le plus passionnant est que Wilson mène principalement son étude à partir de mauvais livres. Les bons, les très bons surtout, révèlent leurs auteurs plus que les faits. Quand on lit les nouvelles d'Ambrose Bierce sur la guerre de sécession, avec leur flegme dans l'horreur, on voit moins la guerre que la guerre vue par le tempérament très personnel de Bierce et donc Bierce. Contrairement à ce que pensèrent les années 1950 et ce que pensent les années 2020, pesantes années de la croyance au réel, celui qui analyserait le 19e siècle à partir de Balzac en tirerait des conclusions de science-fiction. Les mauvais livres ont plus d'influence que les bons parce qu'ils sont plus lus, parce qu'ils ne proposent rien d'original. La case de l'oncle Tom a eu plus d'influence qu'à la recherche du temps perdu. On trouve dans ce livre d'excellents portraits sans mensonge de Lincoln, Grant ou Sherman. Il fallait de l'audace, il en faut encore, pour accuser le patriotisme de répandre le sang. Ce livre est la plus belle réponse que l'on ait pu faire au romantisme abject d'Autant en emporte le vent, avec son idéologie de l'élégance du Sud, alors que les crinolines glissaient sur des parquets de sang. Merci beaucoup à vous, Charles Drancy. Chronique à réécouter sur radiofrance.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le fil des podcasts de l'émission Bienvenue au Club et bienvenue au Book Club. Merci beaucoup à Anouk Delfino et à Ariane Delacroix qui ont programmé cette émission préparée par Didier Pinault avec Laura Dutèche-Pérez. Merci à Alexandra Laibegovic et Zora Vignier, notre leader de communauté virtuelle. Et demain, avec vous, Sébastien Thème, dans le Book Club. Demain, roman noir et faits divers avec DOA à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Rétière chez Gallimard et la journaliste Patricia Touranchot qui adapte pour Canal+ son enquête consacrée au lien entre Michel Fourniret et le gang des postiches. Et pour vous, auditeurs et auditrices, dites-nous si vous avez lu DOA, #BookClubCulture. Rendez-vous demain dès midi. Merci beaucoup.